Si le Gekiga a été la grande révolution du manga de la fin des années 50, c'est sûrement la revue Garo qui a été le symbole de l'évolution du manga dans les années 60. Garo est le résultat d'une rencontre entre deux personnalités très fortes et très déterminées qui sont Sanpei Shirato, qui c'est un mangaka, fils d'un très célèbre peintre de propagande communiste. Donc, il avait été toute sa jeunesse en contact avec les plus grands conflits sociaux, parce qu'il avait tout vu de l'intérieur en quelque sorte. Shirato, il était devenu, dans l'après-guerre, quelqu'un qui faisait le kamushibai. Donc, il se baladait, hein, il faisait les dessins. Je sais, alors, j'ai pas compris s'il il se baladait et il lisait ou s'il faisait simplement les images et il écrivait les histoires pour les autres. Je pense que c'est plutôt le cas que c'était lui qui dessinait. Et la rencontre qu'il fera avec Katsuichi Nagai, qui c'est un éditeur qui avait commencé en 48, un peu enthousiasmé plus pour les succès commerciaux des livres de Tezuka. Et s'était mis à faire de la bande dessinée pour vraiment gagner de l'argent. C'était simple, il n'en savait rien. Mais c'était avec Sanpei Shirato qui a fait son premier livre qui a marché, et les deux, ils ont décidé de lancer une revue ensemble. Alors, une chose importante quand on parle de l'éditeur Nagai Katsuichi, il avait la tuberculose. Donc, il ne savait pas combien il allait vivre. Il était très inquiet. Et pour sa santé, vraiment. Donc, il y a en quelque sorte une espèce de vitesse supérieure dans ses affaires parce qu'il veut réaliser ses rêves avant que ça soit trop tard. Donc, les deux ensemble, ils créent cette revue qui sort en 1964, qui c'est Garo. Alors, Garo, le sous-titre, c'est, attendez, je le réduis un peu, c'est une revue destinée à la jeunesse. Rien laisse transparaître au début la révolution totale qui va amener. Bien sûr, la couverture est violente, ça c'est vrai. C'est beaucoup plus violente que les couvertures des autres revues. Ça, c'est parce que Shirato, il avait eu quelques limitations quand il travaillait avec les autres magazines de manga. Il lui avait dit de limiter la violence. Donc, il a voulu, en quelque sorte, déclarer de façon explicite du début, là, je suis libre, je fais ma série comme je le souhaite. Les couvertures de Garo, qui sont très belles, vont avoir de plus en plus un côté un peu expérimental et artistique dans les années. Si vous cherchez online une collection de couvertures, on voit vraiment de façon nette l'évolution de la revue, du très beau graphisme du début aux couvertures plus expérimentales, en quelque sorte plus 60s aussi, non, presque psychédéliques. Il y avait des BD un peu psychédéliques dans Caro aussi. La série centrale des premières années, c'est la série de Shirato, que c'est Kamui-den, qui est traduit en français dans des gros volumes. Kamui-den, c'est une histoire de samouraï. Il a deux particularités. La première, c'est sans doute la violence, la série est vraiment très violente. La deuxième, c'est qu'elle marche de façon métaphorique pour raconter la situation du Japon et ce qu'a été l'oppression, celle que Shirato a vécu comme telle, l'occupation et l'oppression américaine dans l'après-guerre. Évidemment, c'est un portrait très cru d'une grande société. C'est toute une société. Il y a vraiment les misérables, que c'était même un peu tabou dans le manga et dans la société japonaise de parler vraiment des derniers de la société, parce qu'il y a toute une espèce de caste où il y a les bouchers, les impurs en quelque sorte, et ça monte jusqu'aux patrons, aux riches, aux aristocrates. Et il y a même les animaux qui jouent un rôle important. Il y a une espèce d'élément rythmique, souvent avec les animaux qui participent au récit. C'est vraiment tout un monde très vivant. Shirato, il a un style très vivant en plus. Il dessine magnifiquement bien les scènes d'action, il a un très beau montage. C'était probablement l'auteur le plus qui avait le plus d'appel pour le public. Au début de la revue, il est appelé aussi Mizuki à travailler, mais pourtant, la revue vend très peu. Les premières années, il vendait 8000 exemplaires. Alors, Mangashone, il devait tirer à 300 000. Quand ça allait mal, très mal probablement. Les grosses revues devaient faire 1 million déjà dans les années 60. J'ai pas les chiffres, hein, ne me prenez pas en parole, mais on parle de ce genre d'échelle. Dans le 10e numéro, Sanpei Shirato publie un manifeste qui trace la ligne éditoriale. Je vous lis quelques extraits.
Alors, s'appelle Ce que nous attendons des nouveaux dessinateurs. Jusqu'à ce jour, je déconseillais le métier de dessinateur, tant la reconversion professionnelle paraissait impossible en cas d'échec. Mais aujourd'hui, les distorsions de la croissance économique précipitent les petites et les moyennes entreprises dans la faillite, alimentent l'inflation et creusent la fossé entre les pauvres et les riches. Il revient désormais au manga de dénoncer cette situation, et une nouvelle génération doit prendre la place des anciens. Dessiner des caricatures dans son coin, devenir assistant d'un auteur célèbre, ne suffit plus. Il faut inventer des récits pertinents sans craindre de forger son propre style, et expérimenter pour se trouver soi-même et stimuler les autres. C'est par ces expérimentations et ces stimulations que naît le progrès. Ce sont ces expérimentations absentes des autres magazines que nous souhaitons diffuser dans Garo. Alors, si ça c'est pas un éditorial, c'est magnifique. Vous voyez, c'est une énergie très très grande, que ça va être vraiment l'énergie de Garo. Un revue qui a vu, avec les années 60 et la contestation qui avance, a trouvé à la fin son public. Il a vendu 10 fois plus de ce qu'il vendait au début. Il est arrivé à 80 000 exemplaires vendus, que ça a été un peu son sommet et les chiffres sur lesquels il a fait les années 60-70. L'auteur symbole de Garo, c'est pourtant Tsuge. Tsuge est considéré dans les historiens du manga comme le deuxième sommet du manga avec Tezuka. Si Tezuka est le sommet du manga pour enfants jeunes, Tsuge c'est le sommet du manga pour adultes. Évidemment, Tezuka il a fait énormément de manga pour adultes aussi, il ne faut pas l'oublier. Il a commencé, Tsuge, à travailler dans la bande dessinée pour manger. Voilà. Alors, Tsuge, il a eu une vie plutôt dramatique. Son père, il est mort quand il avait 4 ans. Sa mère s'est mariée avec un homme qui était très violent. Il battait Tsuge et tous les enfants. Le frère de sa mère était aussi fou. Et il y a plein d'épisodes dramatiques. Donc, il a travaillé à l'usine. Je pense qu'il a commencé à travailler à l'usine à une dizaine d'années. Et plus que dans l'usine, que ça vous donne une idée de grande usine, imaginez des petites usines qui sont mélangées aux habitations dans les banlieues des villes. C'était ça le contexte. C'était des travaux sans protection, complètement. C'était vraiment très dangereux. Il a donc commencé dans le marché des librairies de prêt. Il se fait remarquer. Il copie un peu Tezuka comme tout le monde. Et à un moment, dans les années 60, Garo l'invite à travailler en 1965 précisément. Alors Tsuge, qui déjà il en a marre de faire de la bande dessinée d'entertainment, d'amusement, et qu'il de temps en temps il pense à arrêter la bande dessinée, mais il peut pas trop pour des raisons économiques. Il décide d'expérimenter. Donc la première phase, qui c'est les premiers 2 ans, 65-66, il réalise plusieurs essais, des histoires de samouraïs parfois, mais surtout la première histoire qui se fait vraiment remarquer, c'est Chico. Chico, c'est une histoire autobiographique, en quelque sorte. C'est le début de la bande dessinée du moi. C'est un terme qui est utilisé en Japon pour désigner ce que c'est la bande dessinée autobiographique. Je cherche le mot précis au japonais pour vous le donner. Bon, je ne le trouve pas en ce moment dans mes notes, mais la traduction de ce terme, c'est bande dessinée du moi. Chico, c'est l'histoire d'un dessinateur de bande dessinée qui ne gagne pas assez bien sa vie, dont sa copine est obligée de travailler la nuit dans les boîtes. Et l'accompagne les hommes. On ne comprend pas jusqu'à quel point cet accompagnement va loin. Je pense qu'elle ne se prostitue pas vraiment. On laisse dans le mystère, mais je pense que plutôt elle fait vraiment de la compagnie. Et elle a un désir, elle veut s'acheter un petit oiseau que le dessinateur va s'occuper de nourrir quand elle est au boulot. La voyez un soir, il va chercher sa copine qui rentre du boulot, elle n'arrive pas. Il attend des heures à la gare, elle rentre pas. Elle la trouve chez eux, ivre, après une nuit qui s'est un peu mal passée au boulot. L'oiseau à la fin va mourir. Ce sont des histoires dures, vraiment très très dures. Mais c'est
vraiment des histoires d'une très grande beauté. Pourtant, le public n'est pas au rendez-vous. Tsuge n'est pas suivi par les lecteurs au début. Vraiment, il y a une très mauvaise réaction des lecteurs. On ne sait pas pour quelle raison, mais peut-être c'est trop tôt pour ce genre de bande dessinée. Alors, il quitte pour un an la revue et il devient l'assistant de Mizuki. Il va l'aider pour les décors, même parfois pour le dessin des personnages de Kitaro. Parce que Mizuki à l'époque connaît c'est le grand succès avec Kitaro, donc il a besoin de plein d'assistants. Et il va travailler chez lui. On trouve en plus Tsuge en tant que personnage dans les BD de Mizuki. Dans son autobiographie, dans le troisième tome, on le voit plusieurs fois. Il revient en 67 dans les pages de Garo et il réalise ses premiers BD de voyage. Alors Tsuge, il a une particularité, c'est quelqu'un de très instable qui a tendance je voudrais dire à s'enfuir, mais oui, il part, il s'en va. De temps en temps, il s'en va. Il va se balader dans la campagne, il prend le train, il va dans une autre ville, il va voir la mer ailleurs. Il avance ce caractère un peu imprévisible. Et ces bandes dessinées sont une réélaboration de ses expériences de voyage. Alors là, on est vraiment au sommet. Ça, c'est parmi les plus belles histoires courtes de l'histoire de la bande dessinée. C'est des récits magnifiques. Le dessin, la composition, en plus l'expérience d'assistance chez Mizuki l'a beaucoup aidé à s'améliorer dans les décors. Parce qu'il y allait un peu vite. C'est vrai que Tsugi allait un peu vite parce qu'il était habitué aux librairies de près. Alors que là, c'est extraordinaire. Mais c'est vraiment la qualité littéraire et qui se remarque surtout dans les finales des histoires. Ce sont souvent des finales suspendues. Où il n'arrive pas à un point final non traditionnel. Tout est un peu ouvert, mais c'est ouvert d'une façon formidable. Ces récits-là sont publiés chez Cornelius en volume. Et là, ça commence à être plus respecté, mais surtout ses pairs remarquent son travail, au point qu'en 68, Garo lui dédie un spécial, un numéro spécial, où il réimprime plein de BD qu'il a fait avant pour la revue et lui demande un inédit. Et il va réaliser comme BD inédit La Vis, Nejishiki. Nejishiki, c'est le début de la BD, en quelque sorte, je ne sais pas dire expérimentale, surréaliste. C'est une BD comme on ne l'a jamais vu. C'est la transcription d'un rêve. L'histoire est simple et géniale. C'est un enfant sort de la mer, il a une blessure au bras et il dit que cette blessure, c'est la veine qui est déchirée et il doit par des méduses et il doit chercher un médecin pour réparer la veine. Mais il va vers le village, il n'y a pas de médecin. Là, vous voyez dans la page, vous voyez bien la blessure. Impossible de trouver un médecin. Alors, il demande à droite et à gauche, tout le monde lui dit non, non, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de docteur, il rit de lui. Alors il prend les rails, il commence à sortir du village. Jusqu'au moment où il rencontre un train qui est conduit par un enfant avec un masque de chat. Le train, au lieu d'avancer, revient en arrière, il le ramène en ville. En ville, encore impossible de trouver des médecins. Il n'y a que des ophtalmologues. À ce moment, à la fin, une femme qui est sa mère, on découvre, lui donne l'indication, il va voir un médecin, mais c'est une femme, c'est un gynécologue. Il y a, ils couchent ensemble, et pendant qu'ils couchent ensemble, elle prend une clé anglaise, et elle met un robinet sur le bras du garçon. En s'y faisant, elle soigne le garçon. Il répare ailleurs. Ça, c'est la fin de l'histoire. C'est une bande dessinée qui a complètement révolutionné le manga dans les années 60. Il a eu un impact énorme. Des écrivains, des cinéastes, tout le monde s'est intéressé à cette bande dessinée. C'est vraiment la pierre qui a imposé Tsuge comme un des auteurs les plus importants dans l'histoire du manga.